Et encore aujourd'hui, je sais qu'il ne faut pas blaguer sur Ferry et qu'il y a des gens qui vous disent, oui, tout de même, c'est Ferry qui a établi les fameuses lois scolaires en France, c'est-à-dire, pour l'enseignement primaire, la gratuité, l'obligation et la laïcité de l'enseignement. Et je reconnais que c'est un travail sérieux. Il fallait lutter contre l'analphabétisme, qui était encore très répandu en France. Je ne dis pas qu'il était à 75%, mais il était bien à 40% au moins. Et bien, grâce maintenant aux instituteurs et à ces lois scolaires de Ferry, il ne va plus, ou presque plus, y avoir d'analphabétisme. En 1900, par exemple, lorsque les soldats arrivent à la caserne et qu'on fait le pointage de ceux qui ne savent ni lire ni écrire, il n'y en a plus que 2%. Là, beau travail. D'autre part, il était indispensable que Ferry fît la laïcité. Savez-vous qu'à ce moment-là encore, les instituteurs étaient obligés de faire réciter aux enfants leurs prières, même aux enfants qui n'étaient pas catholiques. Ben, père et mère avaient beau protester, les enfants devaient réciter leurs prières et l'instituteur avait obligation de vérifier que les enfants allassent bien à la messe le dimanche. C'était évidemment intolérable. Alors il est très naturel et très noble que Ferry ait fait ce qu'il a fait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'arrière-pensée qu'il poursuivait Ferry. Et ça, presque jamais on ne le dit. C'est pour ça que je tiens beaucoup à vous l'expliquer. Ferry est un homme intelligent. Il se rend compte qu'il y a des dangers sociaux qui grandissent. En 1880, on avait laissé revenir les communards de Nouméa, de la Nouvelle-Calédonie, enfin des tas d'exilés, parmi lesquels il y a des types très dangereux comme Jules Vallès. Jules Vallès qui va se mettre à attaquer très violemment Gambetta, parce que Gambetta a osé dire « il n'y a pas de question sociale ». À quoi Vallès va répondre « comment il n'y a pas de question sociale ? Il n'y en a pas d'autre ». On avait vu d'autre part des signes dramatiques. On avait vu Blanqui, vous savez, l'enfermé Blanqui, enfin le révolutionnaire Le Rouge, qui avait été élu dans une élection partielle à Lyon. Et on avait vu Gambetta lui-même, qui, dans sa circonscription de Belleville, s'était trouvé aux prises avec une partie de ses électeurs. Il les avait appelés ilotes ivres. Il avait dit « je saurai vous retrouver jusqu'au fond de leur repère ». Enfin, vous voyez que ça allait assez mal du point de vue social. Alors Ferry est un homme qui réfléchit. Et qui va essayer de refaire ce qui s'était produit en France en 1850. 1850, c'était le lendemain des journées de juin 48. Vous savez, c'était la première leçon donnée au prolétariat. On avait tiré à coups de canon sur les maisons ouvrières et Cavaignac s'était couvert de sang et de gloire dans cette répression. Et bien, au lendemain des événements de 1848, un homme intelligent qui s'appelait M. de Falloux avait dit, mais pour le présent, ça va, hein, la classe ouvrière est matée, elle ne bougera plus. Mais quand on est sage, il faut penser à l'avenir. L'avenir, c'est l'instruction, c'est la jeunesse. Hein. Alors il avait fait la loi, dite la loi Falloux, dont vous savez ce qu'elle était, j'en ai parlé la dernière fois, c'était une loi qui mettait tout l'enseignement primaire et secondaire entre les mains et sous le contrôle de l'Église. Et ce que l'on demandait à l'Église, naturellement, c'est avant tout de faire bien son travail. Et son travail, c'est d'apprendre la résignation aux démunis. De leur dire, vous savez, quelle chance vous avez. Ah, vous n'êtes pas très heureux sur la terre. Mais alors, l'autre côté, hein, quelle prodigieuse récompense. Et ça avait marché pendant un certain nombre d'années. Malheureusement, entre 1850 et maintenant 1880, où nous sommes avec Ferry, l'évolution s'est faite, les gens y croient de moins en moins, l'audience du curé est minime, l'histoire du paradis, ça ne marche plus sur beaucoup de gens, il faut trouver quelque chose d'autre. Alors Ferry va substituer l'instituteur au curé. Le curé restera, il lui donnera la permission de faire son enseignement, même les enfants auront obligation d'avoir leur congé le jeudi matin pour suivre les leçons de catéchisme, on ne persécutera pas l'Église, mais les instituteurs recevront des ordres très précis sur ce qu'ils ont à apprendre aux enfants. Alors ce que je vais vous dire a l'air d'un paradoxe invraisemblable, et je suis sûr que c'est vrai. Ferry, son vrai nom, c'est le Falloux laïque. Et pour vous apporter la preuve de ce que je vous dis, ce que Ferry entend exiger des instituteurs, je vais vous apporter deux petites citations. Voici une qui est tirée d'une petites histoires au pluriel, pour apprendre la vie, qui est un manuel qui est répandu dans toutes les écoles primaires et qu'on doit faire apprendre aux enfants. Il est signé Pierre Laloy, c'est un pseudonyme. En réalité, c'est Ernest Lavis, qui fera une grande carrière d'historien, qui finira couvert de prébendes et académicien. Et il met en scène là un vieux savetier. Il s'adresse à son petit-fils, je crois, un jeunot, qui est tenté par le socialisme. Et il lui dit, ce qu'il faut surtout recommander à l'ouvrier, c'est l'ordre, c'est l'économie. Par là, on s'élève. Ah, pas tout d'un coup, bien entendu. Mon père n'avait rien, j'ai quelque chose. Mes enfants, s'ils font comme moi, doubleront l'argent que je leur laisserai. Et mes petits-enfants seront des messieurs. C'est ainsi qu'on s'élève dans la société. Vous avez compris le jeu, hein? Autrefois, on leur disait paradis à la fin de vos jours. Maintenant, on leur dit si vous êtes bien sage et bien docile et bien obéissant, eh bien, vous accéderez à cet autre paradis un peu plus concret qu'est le paradis bourgeois. Ferry est un homme qui ne cesse de répéter faites des économies aux ouvriers. Parce que vous savez, le capital, c'est du travail accumulé. Et un humoriste, enfin d'humour noir, dira à ce moment-là, oui, c'est entendu, ce travail accumulé, seulement comme on ne peut pas tout faire, il y en a les uns qui travaillent puis les autres qui accumulent. Écoutez le deuxième texte. Le deuxième texte, c'est les instructions de Pécaud. Pécaud, c'est un inspecteur général qui travaille au ministère. Instruction au président de l'association des instituteurs de la Seine.
ce qu'il faut que vous appreniez avant tout aux enfants du peuple, c'est la tempérance, la sobriété, l'économie rigoureuse, la privation obstinée des commodités de la vie et des plaisirs. Je crois que c'est clair, hein. Ce qu'il veut, c'est un dressage. Ce sont des instituteurs qui seront des prolétaires en veston, car ils sont très mal payés, des prolétaires en veston qui seront préposés au dressage des prolétaires en blouse. Et la plupart de ces pauvretés ne se rendent pas compte, vous savez, ils sont républicains, ils y croient à la République. Peggy les appellera les hussards noirs de la République. Et il y a eu des générations d'instituteurs très mal payés, pleins de dévouement, parce qu'ils pensaient à une République avec majuscule sans se douter de ce qu'on leur faisait faire. Ferry, c'est un homme en or, vous savez, pour le capitalisme, en or. C'est celui qui va organiser de nouveau des conventions avec les compagnies de chemin de fer, qui avaient été le terrain de chasse le plus giboyeux sous Louis-Philippe, et il va remettre ça avec les voies latérales. Et c'est aussi Ferry, enfin le gouvernement des opportunistes, comme on disait, qui va décider, à l'applaudissement et à la satisfaction du patronat, la suppression du repos hebdomadaire, parce que le repos du dimanche a, comme vous le savez, une fâcheuse odeur religieuse. Eh bien oui, traditionnellement, depuis la résistance républicaine de 1871, traditionnellement, la gauche était en apparence une gauche revancharde, une gauche nationale, nationaliste. Mais Ferry, qui était le grand homme de gauche qui était maintenant au pouvoir, je vous ai déjà dit quelle avait été sa politique en 70-71. Ferry n'avait pas été du tout un nationaliste, au contraire. Il avait fait tout ce qu'il avait vu pour casser les reins à Gambetta. Et cependant, maintenant que Ferry fait sa politique scolaire, dont je vous ai expliqué l'autre jour l'arrière-pensée, le voilà qui va pratiquer dans les écoles du chauvinisme. De même qu'il a remplacé le curé à cause de son audience faiblissante, de même qu'il a remplacé le curé par l'instituteur, de même il va remplacer la religion décroissante par une nouvelle religion qu'on appellera aux enfants, qu'on apprendra aux enfants, et que lui-même a appelé, lui Ferry, la religion de la patrie. Alors il va organiser dans les écoles ce qu'on appelle les bataillons scolaires. C'est-à-dire que les gamins, à partir de 8 ans, 9 ans, vont faire des exercices militaires, vont avoir des petits fusils de bois, et qu'on va les dresser dans une idée de revanche. Les chants du soldat, de Déroulède, les chants du soldat de Déroulède sont devenus le manuel officiel des petites classes. Et puis alors je vais vous lire ceci, qui est de ce fameux Lavis dont j'ai déjà parlé la dernière fois. Vous savez, Lavis, c'était l'homme qui avait signé Pierre Laloy, et qui, dans ses petites histoires, pour servir à l'instruction des enfants, avait expliqué qu'il fallait surtout que l'ouvrier soit bien obéissant, qu'il fasse des économies, etc. Mais écoutez ce que dit Lavis dans cette petite histoire de France illustrée qu'un garçon comme Peggy, par exemple, a eu entre les mains. La France a perdu sa renommée militaire pendant la guerre de 70. Pour reprendre à l'Allemagne ce qu'elle nous a pris, il faut que nous soyons de bons citoyens et de bons soldats. C'est pour que vous deveniez de bons soldats que vos maîtres vous apprennent l'histoire de France. C'est à vous, enfants, élevés aujourd'hui dans nos écoles, qu'il appartient de venger, vous entendez bien, qu'il appartient de venger un cœur. Le même Ferry, qui voulait que les enfants soient élevés dans ce culte de la revanche, dans ce qu'il appelait lui-même, je vous le répète, la religion de la patrie, ce même Ferry était quelqu'un qui voulait surtout n'avoir pas de problème avec l'Allemagne, qu'on s'entende en douce. Hein. On tournera les esprits des enfants du côté de la fameuse ligne bleue des Vosges pour les empêcher de penser à autre chose, c'est-à-dire à la condition réelle de leur famille et à l'iniquité sociale, mais en fait, la politique de Ferry, la politique étrangère de Ferry, est une politique d'entente, et je ne le blâme certainement pas, je ne l'en blâme pas, une politique d'entente avec l'Allemagne. Il faut se rendre compte des avantages extraordinaires que Ferry a apportés à la classe possédante. On pourrait dire que c'est un des bienfaiteurs les plus considérables des classes dirigeantes. Mais Ferry, vous rappelez déjà ce qu'il a fait avec ses lois scolaires, et je vous ai indiqué l'arrière-pensée des lois scolaires. Je me permets de rappeler le mot que je vous ai dit et qui est assez important. Il avait voulu substituer l'instituteur au curé, mais l'instituteur était chargé de la même mission que le curé précédemment, à savoir expliquer le devoir de résignation aux classes populaires. J'ai très rapidement parlé aussi, et je voudrais vous en dire un mot tout de même, de ce qu'il avait fait au profit des compagnies de chemin de fer. J'avais dit dans un précédent entretien à quel point, sous Louis-Philippe, dans la monarchie de Juillet, les affaires de chemin de fer étaient les affaires les plus giboyeuses pour la classe possédante. Eh bien déjà, on avait fait pas mal de résultats magnifiques sous Louis-Philippe, mais il y avait des voies latérales à construire maintenant. Et c'est Jules Ferry qui va donner des avantages considérables à ces compagnies en leur accordant en 83 de nouvelles conventions, des conventions que signe l'État au sujet de ces lignes latérales et avec garantie de dividendes. Ça veut dire quoi, garantie de dividendes? Ça veut dire qu'on sait très bien que ces voies latérales ne sont guère rentables. Hein. Il n'y aura pas beaucoup d'exploitation possible, mais il y aura une exploitation de la clientèle, une exploitation du contribuable, puisque c'est l'État qui va s'engager, quelle que soit la rentabilité des voies, à assurer tel chiffre de dividendes aux actionnaires. Avouez que c'est une opération formidable, hein, naturellement, au détriment de la collectivité, c'est-à-dire que c'était l'argent de l'État qui s'avancera là-dedans.
Mais regardons bien ce qu'il va faire du point de vue colonial. Et il dit, les colonies sont pour les pays riches un placement de capitaux des plus avantageux. Il va même recourir à une citation anglaise, enfin de l'économiste Stuart Mill, une des meilleures affaires auxquelles les pays riches, puissent se livrer. La question coloniale, déclare Ferry, c'est d'abord la question même des débouchés. La politique coloniale est fille de la politique industrielle. L'Europe peut être considérée comme une maison de commerce qui voit décroître son chiffre d'affaires car la consommation européenne est saturée. Il faut faire surgir de nouvelles couches de consommateurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si on va dans les colonies, futures colonies, on aura des consommateurs forcés. Parce qu'on va envoyer des soldats. Les soldats obligeront les indigènes de là-bas à acheter ce qu'on leur enverra de France. En particulier les cotonnates, ça intéresse beaucoup Ferry parce qu'il est lié par sa femme au milieu des cotonniers de Vosges. En plus, ces peuples lointains, ces peuples sous-développés, ces peuples qui sont sans défense, ces peuples qui n'ont pas de canons et qui n'ont pas d'artillerie, ils ont des sols quelquefois très intéressants et des sous-sols encore plus intéressants. Songez aux forêts de l'Afrique équatoriale. Songez aux plantations d'EVA qu'il peut y avoir en Indochine. Il y a les arbres à caoutchouc. Alors ces forêts-là, ça peut rapporter. Puis il y a le sous-sol, c'est-à-dire des mines. Quand on parlera du Maroc, on vous dira tout de suite il y a des mines du phosphate. Quand on va vous parler du Tonkin, on dira il y a des mines de fer et il y a des mines de charbon. Alors écoutez bien la suite. Non, que l'on annexe, c'est l'immensité que l'on se partage. La diplomatie trace aujourd'hui avec une activité fiévreuse ce qu'elle appelle la délimitation mondiale des sphères d'intérêt respectifs. Mais comme c'est un discours qui déborde la Chambre, bien sûr, qui va être imprimé, que tous les Français vont lire, il faut tout de même un petit vocabulaire séduisant. Alors on va voir apparaître ceci. Ce que j'ai dit là comporte, déclarait-il, des idées de civilisation de la plus haute portée. Il faut le dire ouvertement. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Que dis-je? Un droit? Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures.